Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Vergniaud fait le marché. Bonjour à tous les amis, un très bon dimanche. Avez-vous déjà été chercher votre pain? Ah bah si, le dimanche matin c'est sacré quand même, d'aller chercher son pain et ses croissants. Ah, attendez un petit peu, avant d'y aller peut-être, parce qu'on a 2-3 trucs à vous raconter sur le pain. Cette semaine se tenait à Paris la Coupe du Monde de boulangerie. J'ai envie de dire de boulangerie et de viennoiserie, dans le salon appelé autrefois Europain, qui s'appelle maintenant le Syrah Bake & Snack. Dire que le snacking a pris de l'importance, on va en parler dans un instant. En tout cas, ça nous permet de faire un petit état des lieux, de demander des nouvelles de la boulangerie française. Sud Radio, Vergniaud fait le marché. J'ai pour ce faire le président, le patron des boulangers en France, c'est Dominique Enrac, qui est le président de la Confédération des boulangers pâtissiers français. Alors, boulanger-pâtissier, c'est quand même les boulangers. On est d'accord, le premier métier, Dominique Enrac? Ah, tout à fait, c'est le métier d'office pour le code 1071C, dans lequel on fait quand même à la base du pain. Oui, d'abord du pain. Alors, à l'occasion de cette Coupe du Monde, qui est un peu la grand-messe, le moment où la France va réunir là, il y avait 10 nations, mais enfin, c'est un peu plus large avant les sélections. C'est le moment effectivement, de se poser la question de but en blanc. Dominique Enrac, comment va la boulangerie française? Écoutez, la boulangerie va, je dirais, comme toutes les entreprises, mais plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont très très bien, qui explosent. Il y a des gens qui font leur boulot normalement, et puis il y a des gens qui souffrent, et certains qui ferment, voire avec des manques de repreneurs. Donc le marché est quand même là. On a nos clients avec des produits qui se développent, mais c'est vrai qu'on a quand même des fermetures, même si on a plus d'ouverture quand même au total. On est d'accord que la confédération dont vous êtes le président, c'est la confédération des artisans boulangers, c'est-à-dire des artisans et commerçants, pas la boulangerie industrielle. Tout n'est pas regroupé sous le même voilà, tout à fait. Comme je disais, c'est le code 1071C, donc les artisans boulangers, ceux qui ont même parfois plusieurs affaires, mais qui restent artisans et qui fabriquent leur pain. Qu'est-ce que, depuis qu'on a décidé que pour s'appeler boulanger et avoir une boulangerie, il fallait faire le pain sur place, les choses ont changé? Écoutez, ça a quand même protégé le métier, parce que c'est vrai que cette loi de 98 qui stipule que si vous marquez boulangerie, vous devez pétrir, façonner et cuire le pain sur place, c'est quand même une loi qui protège le métier et qui est enviée de beaucoup de métiers en France, et voire même à l'étranger. C'est important de dire également que vous avez été l'artisan en 2022 de la baguette et des pratiques boulangères françaises au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça aussi, ça a fait avancer l'affaire? Écoutez, ça a quand même apporté des jeunes, ça a mis en valeur ce métier. Faire connaître aussi cette bonne baguette et la faire rayonner à l'étranger, puisque c'est les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain. Et pour ça, c'est vrai que ça nous a ouvert beaucoup de portes et mis au niveau culturel de la baguette qu'on n'avait pas. Alors, la baguette, ça a été, on va dire au début du XXe siècle, grosso modo, l'avènement de la baguette, ça a été un peu du pain béni pour les boulangers, parce que jusque-là, on achetait des pains. D'abord, on le faisait souvent soi-même à la ferme, et puis dans les villages, on achetait du pain pour souvent la semaine. C'était des gros pains qui rassissaient, qui restaient moelleux, alors que la baguette, il faut un peu y aller, pas tous les jours, mais peut-être tous les 2 jours, ce qui veut dire qu'on est forcé de passer chez son boulanger. C'est bien pour les artisans. Ça. Alors c'est vrai qu'historiquement ça a une centaine d'années, parce que il y avait des gros pains, il y a tout un tas de réglementations. La baguette n'est pas arrivée du jour au lendemain. Ça s'est installé petit à petit, les grosses pièces sont devenues plus petites, des boulangeries sont arrivées partout, et ça a vraiment démarré à Paris. Oui, ça a été très Paris. C'est un pain très citadin, la baguette, puisqu'il faut avoir le boulanger près de chez soi, grosso modo. Voilà, il y avait plusieurs boulangers à Paris, donc plus besoin de prendre des grosses niches qui se gardaient, puis qui étaient peut-être un petit peu dures aussi pour l'époque. Donc du pain qu'on prenait tous les jours, et puis aussi des pains faciles à couper, à déchirer, etc. Donc, et après, c'est venu petit à petit en province, mais bien plus tard. Et puis il y a eu une deuxième révolution, il n'y a pas si longtemps que ça, sous Balladur, qui a été en fait la baguette de tradition française. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait eu une dérive après-guerre vers des baguettes plus chimiques, j'ai envie de dire, entre guillemets, où entraient des composants qui n'avaient rien à voir avec le pain traditionnel. On est revenu à une baguette de tradition qui est que du blé, de la levure et de l'eau et du sel, quoi.
Tout à fait, tu connais bien le dossier, on voit ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu une bagarre à l'époque du pain qui arrivait industriel et artisanal, et où les gens disaient, écoutez, boulanger, on ne nous reconnaît plus dans notre métier, plus personne ne sait ce que c'est. Donc en fait, ça a été déposé, cette réglementation au niveau de la baguette de tradition, où c'est de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Parce que c'est vrai, voilà, point, et de la fermentation et du savoir-faire. Et parce qu'à l'époque, il y avait eu un passage de mauvais pain pétré rapidement, où il y avait beaucoup de levure, pas de levain, et on essayait de compenser ce goût du pain rapide avec beaucoup de sel, etc. Donc on a eu une très très mauvaise période, qui après, avec cette baguette de tradition, ramenait des baguettes fermentées, façonnées, prendre le temps de faire ce pain et de le façonner à la pain pour avoir toutes ces alvéoles et cette fermentation. Et ce goût, quoi, ce goût qui fait la bonne baguette qui s'exporte dans le monde. Hein. On va parler dans un instant de cette Coupe du Monde de boulangerie. La baguette, c'est vraiment l'image de marque de la France. Et même chez les boulangers à l'étranger, on mange du pain partout maintenant. Tout à fait. Alors on mange du pain et en plus, nous on n'exporte pas des tonnes de pain congelé. Ce qu'on fait, ce sont des artisans qui vont là-bas, qui bien souvent travaillent avec de la farine française de nos régions. Je voyais sur le salon des meuniers régionaux là, qui exportent en Chine, aux États-Unis, et c'est nos artisans qui vont fabriquer à la main, parce qu'on ne peut pas faire des milliers de baguettes, mais par contre ils font cette baguette qui a été inscrite à l'UNESCO de qualité, et on s'aperçoit que d'une année à l'autre, et j'espère que ça durera avec les taxes qui sont internationales, mais on s'aperçoit que l'exportation de la farine a doublé. Donc effectivement, il y a des retours sur ce pain qui est connu. Ça veut dire que pour faire du bon pain, font du bon blé, et on a des blés français qui sont formidables, hein, il faut le dire, et des meuniers qui vont de pair. Vous savez, on l'oublie souvent, on a la meilleure agriculture au monde. Pour les meuniers, c'est pareil. Et bon, le pain, j'en parle pas, c'est trop facile. Mais on a vraiment une filière qui est faite pour cette baguette et qui, en fait, s'exporte très très bien. D'ailleurs, un partenaire essentiel de la Coupe du Monde de boulangerie cette semaine, les moulins Viron sont des moulins chartrais qui sont, avec notamment des blés de Beauce et de Réloir. C'est l'excellence à la française. Mais il y a des moulins partout en France, hein, il faut le dire. La minoterie se porte bien. Écoutez, elle se porte pas mal, mais c'est vrai qu'on a encore, boulangers prennent que de la farine française, parce qu'ils prennent bien souvent les moulins autour. On a encore 30% de moulins familiaux qui marchent plutôt bien, et puis aussi c'est devenu des coopératives, mais ça reste quand même de la farine faite avec du blé français. Comme les cafetiers avaient leur marque de café ou de bière, les boulangers ont leur moulin, leur marque de farine, ils y tiennent. Hein. C'est une équipe en fait, un minotier et un boulanger. Tout à fait, c'est très local, c'est un peu comme dans le temps. Hein. On a un modèle RSE en boulangerie qui est important, parce qu'ils vont prendre les moulins qui sont autour. Mais ce qui est surtout important de savoir, c'est que c'est comme le vin ou le fromage, en fait, c'est très territoire. Vous avez des blés de la Beauce, des blés du Nord, des blés de Normandie, et tout ça nous donne quelque part un peu des baguettes différentes. Les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils le prennent tous les jours, mais effectivement, il y a des territoires un petit peu différents. Dominique Enract, je voudrais qu'on s'interroge un petit peu sur la place du pain dans notre société, dans notre alimentation. On mange de moins en moins de pain, globalement. Hein. Et il y a 100 ans, c'était le principal d'un menu. On mange encore du pain en France ? Écoutez, c'est vrai qu'après-guerre, on était entre 5 et 700 grammes par personne et par jour. Bon, pour vous dire, c'était pas l'aliment unique, mais avec un peu de gras, 5 et 700 grammes, c'est au moins 2 baguettes par personne, quoi. C'est même presque 3, quoi. Donc, et là, aujourd'hui, on est plutôt à 100 grammes par personne et par jour, donc ce qui fait à peu près un peu moins d'une demi-baguette. Donc, ce qui est encore pas mal, mais effectivement, les gens ont changé dans l'alimentation. Quand on leur pose la question, est-ce que vous mangez point de pain, ils disent non, on mange toujours pareil, sauf que dans la semaine, ils vont prendre un peu japonais, un peu chinois, un peu, différentes world food, ou prendre d'autres choses, et ce qui fait que effectivement, ils mangent moins de pain. Ils ont aussi quelquefois zappé le petit déjeuner, sur lequel 80% prenaient du pain. Donc, on en mange encore, mais plus de la même façon. Et est-ce que le phénomène de pain fait maison vous a fait souffrir un petit peu, ou est-ce que ça a été un petit feu de paille ? Écoutez, ça a été quelque chose qui a été très
très sympas comme la pâtisserie pendant le Covid. D'ailleurs, on a vu qu'il y a on s'est fait dévaliser en farine dans les magasins parce que les gens avaient le temps de cuisiner. Mais voilà, le fait de faire son pain, si vous voulez, quand vous mettez votre four en route, il faut un four à 260. C'est beaucoup d'énergie. Ou pour les faire machines une baguette, à pain, et donc, c'est pas génial. Voilà, quelquefois on fait le pain pour s'amuser, mais vraiment le plus simple, c'est d'aller chez son artisan. Est-ce que la mode du sans gluten là aussi vous a fait du mal aux artisans boulangers? Alors écoutez, on a identifié 13 produits qui sont d'allergènes, etc. Dont le gluten, il y a toujours eu des gens cœliaques, des vrais cœliaques malades, après des gens intolérants. Mais c'est moins d'1% de la population, voilà, donc ça n'a rien à voir avec l'intolérance souvent autoproclamée. L'intolérance, voilà, ils le font quelquefois, et puis je déconseille du fait que les gens qui en mangent plus, leurs enfants risquent de plus pouvoir digérer ça. Mais quand des cœliaques, il y en a toujours, et quand ces gens-là ils ont leurs endroits où c'est des trucs un peu emballés, voilà, quelque part même des produits industriels pour être sûr du produit. Donc non, ça nous a pas spécialement touché parce que c'est déjà une clientèle qu'on n'avait pas. Oui, et rappelons-le, le gluten, il est essentiel dans la panification parce que c'est un peu l'architecture des alvéoles du pain. Hein, c'est les arcs-boutants des petites bulles à l'intérieur du pain. Sinon, on le voit bien dans le pain de seigle, ça lève pas, par exemple, de la même façon. On prenait de la farine de maïs ou des différents amidons. S'il n'y a pas de gluten, c'est pas du pain. C'est-à-dire que ça ressemble à du pâte, cake et pas à du pain. Voilà, la pâte va monter, mais ça sera pas retenu. C'est ce côté élastique qui va permettre de donner cette forme de baguette, retenir la pâte, retenir les gaz. Restez avec moi, Dominique Enrac, président de la Confédération nationale des boulangers pâtissiers de France. On se retrouve dans une minute. On va quand même creuser encore à l'intérieur de la mie du pain. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ce matin, je vous en fais toute une tartine, mes amis, parce que je suis avec le président de la Confédération nationale des boulangers et qui est avec moi pour célébrer en fait cette semaine cette Coupe du Monde de la boulangerie qui s'est tenue à Paris. On est super fiers, d'ailleurs, quand la France accueille les meilleurs boulangers du monde entier. On en parle tout de suite après, mais je prends d'abord encore des nouvelles de notre boulangerie française. Parce que là, cette semaine, se jouait encore un élément important, une date qui sonne à l'oreille des Français, le 1er mai. Et pour les artisans boulangers, c'est un combat, celui d'avoir le droit au travail, Dominique Enrac. Tout à fait. Alors, vous savez, il y a 1 an et demi qu'on travaille dessus, puisqu'en fait, historiquement, depuis 1919 ou bien avant, ça n'a jamais été un sujet. On a toujours travaillé le 1er mai, les patrons comme les salariés. Alors, en plus, c'est inscrit dans notre convention collective, c'est-à-dire que les salariés sont payés double sur le volontariat, ça il faut quand même le préciser. Oui, et en fait, on n'a jamais eu de souci sur ce 1er mai. Alors effectivement, on est en ce moment un petit peu sur le dossier, puisque c'est passé au Sénat cette autorisation, cette PPL, et là on l'avait hier à l'Assemblée nationale où ça s'est pas bien passé, je dirais même pas passé du tout, puisque voilà, le fait de retarder ce texte a fait qu'il n'a pas été encore voté. Donc on est dans l'attente de savoir si on pourra ouvrir, parce que là, si ce texte n'est pas voté avant le 1er mai, il va y avoir beaucoup de boulangeries qui seront fermées. Personne prendra le risque d'ouvrir le 1er mai. Oui, parce qu'il y a eu des précédents, des contrôles effectivement qui se sont soldés par des amendes importantes notamment. Tout à fait. Alors, il y a eu plusieurs contrôles. On n'en a pas eu énormément quand même par rapport à 36 boulangeries. Ils y en a savoir. quand même quelques-unes où c'est parti au procureur. Après, ça s'est plutôt bien passé puisqu'en Vendée, on a été relaxé. Mais maintenant, il y a la peur au ventre. C'est-à-dire que si c'est 750 € par personne qui travaille et 1500 € par mineur, imaginez bien qu'un boulanger ne prendra pas le risque d'ouvrir. Surtout que le jour, vous savez, la masse salariale, c'est le plus gros poste dans notre chiffre d'affaires. Bien sûr. Si ce jour-là, il est doublé, c'est-à-dire on est arrivé à 80%, évidemment qu'aucun boulanger prendra le risque d'avoir cette amende, en fait. Dans les dossiers qui ont été en justice, sur plainte, effectivement, du parquet, vous accompagnez vos adhérents, ceux qui ont été touchés? Oui, tout à fait. On a pris les dossiers des boulangers, de tous les boulangers qui ont été contrôlés, avec lesquels il y a des frais de justice. Donc, la Confédération a pris ça parce qu'on estime que ce sont des dossiers importants. C'est le combat de tout le monde, dans votre Confédération.
considération. C'est-à-dire que moi, un boulanger me regarde, me dit écoutez, qu'est-ce que vous faites? Donc déjà, on travaille dessus depuis 1 an et demi. On est comme je vous dis, dessus, et en plus, on accompagne tous ces boulangers. On sait bien que la France insoumise est arc-boutée contre le travail le 1er mai. On se doute bien que c'est dogmatique, mais est-ce que c'est uniquement dogmatique? Est-ce que ça profite à quelqu'un, au fond, cette mesure? Cette mesure profite je dirais même qu'elle profite à personne, puisque là, quand on regarde, il y a quand même ces 3 gros piliers. C'est-à-dire que je commencerai par le côté des salariés. Nous, on a fait un sondage en interne. 80% des salariés veulent travailler. Pourquoi? Parce que ils travaillent, ils sont habitués à travailler les jours fériés, les week-ends, et là, ils sont payés double. Comme les 11 jours fériés qui sont dans les conventions collectives de la boulangerie. Ensuite, il y a les entreprises qui, eux, d'habitude, travaillent le 1er mai. Donc là, si d'un seul coup, il faut fermer, ils vont pas tellement comprendre. Bien sûr. En plus, c'est de la TVA, du chiffre d'affaires, etc. Et puis, une troisième chose dans laquelle on parle pas trop, c'est qu'on a 12 millions de clients chaque jour. Et en fait, je pense que beaucoup de ces gens-là souhaiteraient, le jour d'être repos, d'aller acheter une pâtisserie, du pain frais, un croissant. Je suis d'accord. Là, j'allais vous dire, pour moi, c'est la première entrée. C'est un jour, évidemment, de vacances. Hein. Le 1er mai, c'est un jour où on va pouvoir profiter du temps à la maison, ne pas pouvoir aller chercher sa baguette et son croissant le matin, ça fait râler. Hein, si on trouve porte close, c'est comme si on pouvait pas acheter de muguet. D'ailleurs, les fleuristes doivent vous suivre complètement sur ce genre de projet. Mais j'irais même à vous dire, c'est quand même quelque part, déjà, on livre beaucoup d'hôpitaux, d'EHPAD, etc. Donc ceux-là seront en mission de toute façon, ils ouvriront. Mais vous savez, vous avez un tas de petits villages dans lesquels où forcément les gens n'auront pas pris la veille le fait d'avoir du pain. C'est quand même le dernier lien. Et puis aussi, imaginez une ville comme les Sables d'Olonne, où il y a 150 000 touristes qui vont arriver pour ces 4 jours, si peu qu'il fasse beau, ils n'auront pas une boulangerie pour acheter du pain. Tout le monde ne peut pas aller au restaurant, tout le monde, même des étrangers qui vont venir, ne voient pas de boulangerie ouverte. Enfin, ça fait un peu pays catastrophe. C'est la joie de la grande distribution avec les pains industriels. Là, ils vont pouvoir en placer du coup. Voilà, mais non, ils sont pas ouverts. Non, ils sont pas ouverts, mais celui de la veille, il est comme celui du lendemain quand il y a des conservateurs dans le pain. Et puis j'irais même jusqu'à penser aux artisans qui font du pain au levain. Un levain, ça se rafraîchit tous les jours. Donc si on ferme la boutique, bien sûr, si vous avez une boulangerie aussi qui est fermée, ça tombe un jeudi et la boulangerie est fermée le samedi, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment. Enfin, il y a quand même aussi des business sans que ça soit catastrophe qui sont obligés dans une espèce de logique et en plus ça embête personne. Donc c'est un vrai combat. Allez, encore une question sur les boulangers. Aujourd'hui, on va dire en période post-Covid où tout le monde a senti cette proximité, je dirais même cette familiarité avec son boulanger de village ou de quartier. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Est-ce que les gens restent engagés pour leur boulanger? C'est important dans la vie d'un village, dans la vie d'une communauté. Tout à fait. D'ailleurs, regardez, avec les ministères, on travaille pour cette ruralité, d'essayer de vraiment arriver en aide à toutes ces boulangeries qui, parfois, peuvent être en difficulté et pour pas qu'elles disparaissent. C'est vrai qu'il y a un vrai lien avec la boulangerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on y va tous les jours chercher le pain. D'ailleurs, c'est pour ça que le prix n'a jamais tellement augmenté. Les gens, on les voit tous les jours, on les connaît, on connaît les enfants, les parents, les grands-parents, on les voit arriver, partir. Donc, il y a un vrai lien. Je dirais pas qu'on est tous copains, mais vraiment, en plus, les gens parlent de leur boulanger parce que c'est un endroit de lien social, là où on se voit après des rites, après où on peut laisser une clé, une enveloppe. C'est un endroit de confiance, en plus d'avoir des produits de qualité. Donc ça reste. Je pense et je crois que ça restera encore longtemps. Et puis je vais dire qu'à l'aube des élections municipales, on sait bien que la boulangerie, c'est un endroit où ça cause, où ça milite, où ça parle de bulletins de vote. Donc c'est un lieu important dans une petite ville ou un village. C'est un endroit où les gens se retrouvent. Ça fait du lien social, le boulanger. Ah, tout à fait, c'est ce qu'on parle. D'ailleurs, dans ce dépôt de baguettes à l'UNESCO, c'est les savoir-faire artisanaux et la culture de baguette de pain. Vous savez, la première course qu'on donne à faire un enfant, c'est souvent, on arrive à la boulangerie, on a une pièce dans la main, on dit va chercher la baguette. Et il y a tout un tas, les rondelles de pain qu'on met à la cantine pour la fringale. Enfin, c'est quelque chose, on est un pays du pain. Et cette boulangerie est vraiment un lieu c'est vraiment le lien social. Alors moi qui suis évidemment un amoureux du pain et du pain bien fait, on est plutôt gâté en France. On peut quand même rappeler ce que ça représente la vente des artisans par rapport à l'industrie de la boulangerie en France. Bah écoutez, on est très fiers d'avoir encore la majorité de ce marché. C'est-à-dire vous avez une partie de la GMS qui est 9%, je crois, les grandes surfaces. Vous avez les industriels qui sont décomposés entre les terminaux de cuisson
sont, enfin je sais plus combien, mais nous on est encore en majorité, et ça c'est un des seuls pays européens, parce que bien souvent c'est l'inverse avec les industriels, c'est-à-dire l'artisanat a beaucoup diminué par rapport aux industriels qui ont pris dans des épiceries, des supermarchés, etc. Donc c'est vraiment, vous savez, une boulangerie pour 2000 habitants en France, on est en moyenne à 10 minutes à pied d'une boulangerie, et ça c'est une véritable richesse. Et une exception française alors pour le coup. Une exception internationale même, je dirais, exception française et internationale. Alors, on va le voir dans une seconde, dans quelques minutes. On va parler de cette Coupe du Monde de boulangerie. La France a des particularismes gastronomiques, ça, on n'en doute pas. C'est vrai qu'on a une cuisine qui se fait malmener parfois, parce que il y a d'autres belles cuisines. Il y a une pâtisserie qui se fait aussi pas malmener, mais en tout cas qui est très diversifiée dans le monde, avec des goûts très différents, etc. Le pain français, il reste quand même la référence sur le plan de la technique et du goût? Oui, tout à fait. Vous savez, j'ai la chance d'avoir un mandat international, donc pour présider tous ces pays, je me déplace beaucoup. Et alors effectivement, là, on a fait la Coupe du Monde, on est arrivé sur le podium, on l'a pas gagné cette année, mais au niveau de la représentation de tous les magasins, je peux vous dire qu'en boulangerie, en pâtisserie, on a vraiment un niveau incroyable. Et aussi, vous savez, dans chaque ville, village, il y a toujours une super bonne boulangerie. C'est-à-dire que on a un niveau de boulangerie qui est quand même assez exceptionnel en France. Alors, je suis un peu chauvin, mais c'est vrai, je le vois par rapport à beaucoup de pays. Et puis Dominique Enract, n'oublions pas une donnée importante dans ce métier. D'ailleurs, le nom du salon a évolué vers bake, c'est-à-dire faire de la boulangerie and snack. Le snacking, c'est la sandwicherie, et ça a bouleversé aussi les boulangeries, cette pâtisserie salée, et puis surtout le sandwich et tout ce qui l'accompagne. Alors effectivement, historiquement, petite restauration, comme on dit. On faisait du pain et des croissants dans le temps. Après, on a fait de la pâtisserie, et de la pâtisserie plutôt pas mal. Et on a quand même toujours fait un peu de sandwich, de quiche, de bricole. Mais là, dernièrement, une chose qui s'était développée depuis 30 ans à Paris, les gens ne rentraient pas chez eux pour manger quelque chose sur le pouce. Ouais. Et là, en fait, ça s'est développé partout en province. C'est-à-dire même des boulangeries qui fermaient pendant midi de 13h à 15h, aujourd'hui, restent ouvertes pour ce snacking, même sur des routes nationales, parce qu'en fait, ils ont un marché qui s'est ouvert et ça marche plutôt bien. Et ça représente une partie de plus en plus importante du chiffre d'affaires d'une boulangerie, hein, cette petite restauration du déjeuner. Tout à fait, ça peut être sur une petite affaire de province, je dirais pas forcément placé bureau 10%, et ça peut aller jusqu'à 60% dans des endroits de bureaux. Je vois à Paris 1er, Paris 8e, où ils travaillent beaucoup en snacking. Ou des zones commerciales en dehors des villes, où on a souvent des boulangeries d'enseignes franchisées, qui travaillent pas mal d'ailleurs, et qui doivent servir effectivement tous les actifs autour. Tout à fait. Ce qui a développé beaucoup toutes ces chaînes, justement, c'est d'être sur ces ronds-points, dans les quartiers un peu de ces zones devenues commerciales. Et quelque part, vous savez, je serais plutôt content qu'ils aillent dans des chaînes que chez des fast-food américains. Il y a limite autant qu'ils mangent de la qualité. Je vous garde encore une minute, Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie, parce qu'on va s'intéresser de plus près à ce fameux concours de la Coupe du Monde de boulangerie. Un sacré événement. À tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Retour à la table du petit déjeuner. Si vous ne savez pas qu'on parle de pain ce matin, c'est que vous aviez le nez dans le grille-pain. Je suis avec Dominique Enract, le président de la Confédération des boulangers. Dominique, alors cette semaine, on était ensemble à cette Coupe du Monde de la boulangerie au salon Syrah Bake and Snack. Et franchement, d'abord, on va pas spolier le résultat tout de suite. Hein, on va le dire après ce qui vient. Mais une ferveur incroyable. D'année en année, ça gonfle ce pain. Écoutez, cette Coupe du Monde qui devient de plus en plus pro-organisée, et c'est vrai que c'est un succès et de retomber à l'international. Donc tous les continents représentés, c'était un moment merveilleux. Alors, 2 jours de folie. J'ai été tendre le micro à Christian Vabret, qui est le président d'honneur, fondateur de cette Coupe du Monde, pour qu'il nous raconte un peu comment c'est venu l'idée. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Christian Vabret, président d'honneur, mais président fondateur surtout de cette Coupe du Monde de boulangerie. Comment l'histoire a-t-elle démarré et quand d'ailleurs ? Alors il y a déjà 35 ans que cette histoire a démarré
Et elle a démarré simplement parce qu'à l'époque, je devais être un peu culotté, comme on dit, jeune, bien sûr. Et il venait de se créer un événement extraordinaire à Lyon. Tout le monde en parlait, c'était le Bocuse d'Or. Et donc, j'ai eu la chance de demander aux sponsors du Bocuse d'Or comment ça se passe. J'ai été invité. Quelques temps après, Gabriel Paillasson a démarré la Coupe du Monde de la pâtisserie. Et moi, j'ai eu l'instinct de dire, on va faire la Coupe du Monde de la boulangerie. Je vous avoue qu'il y a 35 ans, il fallait être culotté. Il fallait avoir l'idée aussi du terrain de jeu, parce que on est des joueurs et il faut un endroit pour se poser. On avait à l'époque la chance d'avoir un gros salon qui s'appelait Europain et qui était un salon international qui recevait plus de 85 000 visiteurs à l'époque. Donc eux tout de suite ils ont dit ça nous intéresse. Banco. Banco. Et puis après le partenaire EDF nous a suivis et on a pu constituer cette merveilleuse aventure. J'ai eu de la chance moi de réfléchir surtout comment on composait et le règlement de ce concours et en même temps la composition. Donc la composition c'est une équipe nationale, ça veut dire qu'on demande à tous les pays de s'organiser pour avoir 3 joueurs, on va dire, avec le coach, et après d'organiser, quelques temps après, les demi-finales. C'est pour ça que c'est une coupe et pas un championnat. Ce ne sont pas des individus, ce sont des équipes qui représentent des nations. C'est des équipes qui représentent des nations, et souvent, comme là, aujourd'hui, on a accueilli les ambassadeurs de chaque pays qui suivent, finalement, comme au football ou ailleurs, cette fameuse aventure. Et après, il fallait créer un règlement. Donc j'ai essayé de l'imaginer. C'est un peu différent, bien sûr, que tous les concours de pâtisserie et de cuisine. Mais depuis, on n'a pas beaucoup changé. Donc preuve qu'en 35 ans, je ne m'étais pas beaucoup trompé. Et aujourd'hui, on voit des choses extraordinaires. Parce qu'on a suivi, nous, l'évolution de notre profession. Et on l'a même tiré grâce à ce concours. On l'a tiré par le haut. Et on a développé aussi dans le monde entier cette envie de participer, du coup, de former, de s'informer sur ce qu'on faisait. Alors, la Coupe du Monde de boulangerie, elle a pris un rythme de croisière incroyable. Elle a progressé formidablement. Vous êtes à l'origine un formateur, puisque vous avez créé des écoles de boulangerie, Christian. Auvergnat, cantalien convaincu, je dirais même cantalou, et en fait, vous avez eu l'idée tout seul dans votre coin, ou est-ce que c'est un pool de boulangers qui vous ont fait naître cette envie? Non, j'ai eu l'idée tout seul parce que j'étais passionné par ce qui se passait. Donc Paul Bocuse étant un très très bel exemple. Et après, j'ai eu aussi l'idée de créer l'association des meilleurs ouvriers de France pour encadrer ce concours. Et du coup, j'étais quand même solide avec des gens qui m'accompagnaient. Et quand on parle de formation et d'école, sans prétention, mais créer une école il y a 35 ans aussi dans le Cantal, à Aurillac, c'était avoir beaucoup de nerfs. Et grâce à tous ces éléments, la Coupe du Monde, les meilleurs ouvriers de France et l'école, on a pu développer à l'époque la formation parce qu'il y avait très peu d'écoles de boulangerie et le monde entier nous a suivis pour accompagner cet événement. Et les objectifs de cette Coupe du Monde au départ, c'était de rassembler les boulangers du monde entier, d'améliorer leur comportement par rapport aux consommateurs, pour qu'on ait la tenue qu'avaient les cuisiniers ou les pâtissiers, et surtout améliorer les produits. Et je crois qu'on y a réussi largement. Alors aujourd'hui, la France est 3e. On peut toujours s'attendre à mieux parce qu'on a l'impression que la France rayonne sur le monde, mais il n'y a pas que du pain. Il y a aussi du travail de viennoiserie, de brioche, de croissants, de pâtes laminées. C'est ça qui a fait que le 2e c'est Taïwan et le premier la Corée du Sud. Oui, il y a de quoi s'inquiéter parce que sur les 4 premières places, 3 sont occupées par des Asiatiques. La France s'est glissée à la 3e place, heureusement. Donc, ça veut dire que le Japon est 4e ? Le Japon est 4e, donc c'est la preuve, et tu le dis très bien, que ça a évolué. La viennoiserie est devenue un produit d'excellence et de
de qualité et de finesse que ces pays asiatiques savent très bien faire. La pièce artistique joue beaucoup et le pain. Au départ, les Asiatiques nous faisaient du pain qui n'était pas très aromatisé, on va dire, qui était un peu sans goût. Aujourd'hui, ils font comme nous, ils travaillent la fermentation et ils arrivent à faire des choses exceptionnelles. On a aujourd'hui donc un podium qui est aux 3/4, on va dire, asiatique, des pays d'Extrême-Orient. C'est incroyable parce que vous m'aviez raconté il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, que à l'époque où vous avez été apporter la baguette française en Chine, ça leur faisait mal aux gencives, la croûte dure. Et les Asiatiques ne mangeaient que du pain mou. Et en définitive, c'est les Français qui leur ont enseigné à faire du pain avec de la croûte. Exactement, c'était la difficulté un peu. En 98, quand j'allais faire des démonstrations, ils trouvaient ce pain, comme il était croustillant et qu'ils n'étaient pas habitués, ça leur arrachait un peu les gencives. Et en même temps, eux, ils mangent des pains fourrés avec des pâtes d'haricots et autres. Donc du coup, ils avaient des produits sucrés. Et nous, on arrive avec des croûtes et en même temps de la mie qui était finalement plutôt salée. Et du coup, on a réussi quand même quelques temps après à implanter ce fameux pain parce que je pense que tous les pays asiatiques voient et suivent les modes occidentales, qu'on le veuille ou non, et le pain est devenu à la mode à cette période. Et du coup, ça a été une grosse envolée. Aujourd'hui, vous allez en Chine, vous trouvez dans beaucoup d'endroits des produits de qualité et bien sûr à base occidentale et plutôt française. Et comme d'habitude, à l'exemple des Japonais, quand les Asiatiques, Coréens, Japonais, Chinois se mettent à faire quelque chose dans les métiers de bouche, ils étudient, ils travaillent, ils copient souvent ce qui est le mieux et ils font souvent mieux que nous parce qu'ils sont opiniâtres, ils sont intentionnés, ils aiment les détails. Alors ils aiment les détails, ils sont quand même à la recherche de tout ce qui est perfection. La seule petite chose, c'est l'approvisionnement finalement de base chez nous, c'est la farine. Et 9 fois sur 10, surtout moi, je leur dis, écoutez, il faudrait peut-être faire du pain français avec de la farine française. Et si c'est pas de la farine, au moins du blé. Et du coup, tous les grands leaders dans tous ces pays font venir de la farine française. Donc encore une fois, on a exporté notre savoir-faire, mais en même temps, on a exporté le matériel. Et en même temps, on a exporté la matière première. Et puis, il faut le dire, aussi l'utilisation, puisque la viennoiserie est très importante dans la notation de cette Coupe du Monde de boulangerie, l'utilisation du beurre, et notamment du beurre français, qui ne connaissait encore pas il y a 50 ans. Alors, le beurre français, maintenant, est très connu là-bas. Heureusement qu'il est de qualité. Et surtout en Chine, comme il y avait eu beaucoup de problèmes alimentaires liés justement à l'utilisation de mauvais lait et autres, ils se sont tout de suite tournés vers nous. Et comme nous, on est en avance technologiquement sur ce beurre de laminage et autres, eh ben, ils commandent le beurre en France. Et donc, je peux vous dire que c'est une sacrée économie au travers de cet événement et de tout ce qu'on fait au niveau de la boulangerie, on apporte avec nous les savoir-faire, de l'économie et de la sympathie parce que franchement, tous ces Asiatiques, quand ils viennent à Paris, la première des choses qu'ils font, c'est de venir dans une boulangerie. Ah oui, c'est le premier repas français, c'est toujours d'aller casser un crouton de pain. Voilà. Et donc, du coup, on est assez fiers, pour l'instant, d'avoir ce petit drapeau bleu-blanc-rouge dans notre baguette qui fait la fierté quand même de la France. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Ça, c'est sûr qu'il y a comme un drapeau français sur la baguette, un peu grâce à vous, Dominique Enract, et la baguette à l'UNESCO et les savoir-faire. Un mot pour dire, tous ces produits, là on parlait de beurre, ils sont mis en avant grâce à la Coupe du Monde. C'est un honneur, mais c'est aussi un marché qui s'ouvre pour tous ces partenaires qui sont là. Tout à fait, c'est un moment important. D'ailleurs, ils sont présents, et parce qu'en fait, là,
tous ces produits sont mis en valeur, ça part dans les réseaux dans le monde entier et beaucoup de gens veulent travailler justement avec ces matières premières. Et donc c'est un marché, c'est une filière qui marche bien internationale. On peut donner le podium maintenant, parce que il fait un peu mal, ce podium. Alors écoutez, il fait mal, non, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, on a gagné cette Coupe du Monde. Cette année, on est 3e. Mais d'être sur le podium avec le niveau qu'il y avait, et vous savez, les 3 premiers, enfin sur les 4 premiers, il y avait 3 pays asiatiques avec des fabrications merveilleuses. Vous savez, c'est des équipes de 3, donc il y a la pièce artistique, la dégustation de viennoiserie, de pain, et plus les pénalités. Enfin bref, c'est un concours de haut niveau. Et là, le fait que ces jeunes, parce qu'en plus, ce sont des jeunes champions là, qui soient arrivés 3e à la Coupe du Monde, c'est déjà très honorable, on est super fiers d'eux. Premier, Corée du Sud. 2e, Taïwan. 3e, la France. 4e, le Japon. On se demande si le pain demain ne sera pas asiatique. Et on va poser la question au président de l'équipe de France des meilleurs ouvriers de France, boulangerie, Sylvain Hervieux, dans une seconde. Je vous remercie, Dominique Enract, président Enract, d'être venu me voir ce matin, faire un état des lieux de la boulangerie française. Et un bon courage à tous nos collègues qui sont de toute façon devant le four. Ah bah ça, c'est sûr, à cette heure-là. Et ils nous écoutent. Allez, on se retrouve tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mesdames et messieurs, ce matin, on casse la croûte. Voilà, on casse la croûte et on est amis. Voilà, puisqu'on parle de pain ce matin à l'occasion de la Coupe du Monde de boulangerie qui se tenait cette semaine à Paris. J'étais avec le président Rac, président de la Confédération de la boulangerie, qui nous a bien parlé avec cœur de l'artisanat boulanger français, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur le concours lui-même. Alors ça tombe bien parce que j'en ai un qui le connaît parfaitement, le concours. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je suis avec Sylvain Hervieux, qui est le président de l'équipe de France des meilleurs ouvriers de France boulanger. Bonjour Sylvain. Bonjour Vincent. Et copropriétaire avec la Confédération et équipe du concours, en quelque sorte. Tout à fait, c'est ça. Voilà, puisque c'est un triumvirat qui tient cette belle Coupe du Monde. Alors, Sylvain, on a laissé entendre avec le président Rac que sur 4 premiers candidats, sur les 4 vainqueurs, on va dire, pour élargir le podium, il y avait 3 pays asiatiques. Dans l'ordre, premier, Corée du Sud, 2e, Taïwan, 3e, la France, quand même, qui se glisse, on l'espérait bien, et 4e, le Japon. Alors, ma première question, pourquoi les Français n'ont pas gagné ? On se dit, on est le pays du pain, Sylvain. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gagné ? Alors les Français ont gagné la dernière fois déjà, donc c'est déjà quelque chose qui était quand même magique. Oui. Pourquoi ils n'ont pas gagné ? On n'est pas sur un concours français, on est sur un concours international avec des jurys internationaux, avec des jurys qui sont totalement différenciés. C'est-à-dire qu'on a un jury en dégustation viennoiserie, on a un jury de dégustation pain, on a un jury de technique et on a un jury de travail. Donc du coup, c'est comme ce ne sont que des internationaux, des fois, il faut se plier aux saveurs internationales pour pouvoir décerner qui obtient ce titre de champion du monde. Et en l'occurrence, là, c'était la Corée du Sud. Et en plus, il y a une particularité dans le concours. Moi qui connais bien la Coupe du Monde de pâtisserie ou le Bocuse d'Or, ce sont des jurés de pays qui n'ont pas été sélectionnés qui jugent. Oui, et puis c'est important parce que pour garantir une équité, il faut absolument que ce soit des jurés qui n'ont pas de candidats pour ne pas avoir comment dire, ce qui aurait pu se passer dans d'autres corps des petites collusions sport, ou des petites préférences. Des petits arrangements entre amis. D'ailleurs, il faut signaler qu'il y avait l'équipe et du Sénégal et du Maroc, mais pas le même jour. Heureusement, parce que ça aurait peut-être un peu chauffé devant le fournil. Il y a eu de l'ambiance. Il y a eu de l'ambiance. C'était bon enfant. Mais il est clair que c'est important pour l'équité de l'organisation que les jurés qui sont présents n'ont pas de lien avec les candidats qui sont en compétition. Sylvain Hervieux, vous qui connaissez bien l'équipe de France, c'est combien de temps d'entraînement pour les 3 garçons qui étaient là ? Depuis la sélection, c'est-à-dire 2 années. 2 années de boulot à se réunir, à tester, à chercher, à faire de la recherche et développement, à derrière établir les éléments de pièces artistiques en fonction de ce thème qui était un thème un petit peu novateur puisqu'il y avait donc les grandes inventions du pays. Et c'est vrai qu'on a vu des pièces qui étaient juste merveilleuses, quoi.
On les a vus surtout, moi j'ai guetté le regard de chacun au moment où on annonce la 3e place et où ils montent sur la 3e marche du podium. Une immense déception. Ils s'imaginaient plus haut, évidemment, parce que tout le monde attend la France sur la première marche du podium. Oui, puis la pression était sur leurs épaules puisque la France avait gagné en 2024. Donc du coup, ils présentent un boulot qui était franchement merveilleux. Le boulot que la France a présenté, c'était un boulot merveilleux. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et c'est vrai que derrière cette déception d'être 3e, alors qu'est-ce qui a pas fonctionné, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'ils l'ont reconnu eux-mêmes. Le boulot et la planche présentée par Taïwan, qui finit 2e, et puis par la Corée du Sud, étaient au-dessus du niveau. Mais ça veut dire que la pièce artistique compte énormément, hein, en dehors de la dégustation et de la régularité des pièces de pain, de viennoiserie, de sandwicherie. Mais chaque petit élément est important quand on voit aujourd'hui dans cette compétition le nombre de pénalités qu'il peut y avoir sur un non-respect de temps ou un non-envoi au bon moment ou un problème de quantité. Eh ben oui, tout est vérifié. On avait quand même la présence d'un huissier de justice en permanence pendant le concours. Donc du coup, aujourd'hui, on se rend compte quand même que ces pénalités-là pénalisent les équipes. Alors il faut faire attention de ne pas les avoir. Et puis en plus de ça, il ne faut pas faire un boulot parfait. Il faut faire un boulot juste exceptionnel. Bien sûr. Alors, il y a un truc qui m'a saisi, qui ne suis pas boulanger évidemment. On leur autorise un différentiel de 4 grammes sur les croissants après cuisson. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir plus d'écart que de 4 grammes sur chaque croissant pour pas prendre de pénalité. Tout à fait. C'est hallucinant ça. Parce que ça veut dire qu'il faut tenir compte de la cuisson avec l'évaporation de l'eau qui se trouve et qui pèse le plus lourd dans une pièce de boulangerie. Donc pour le pain c'est pareil, pour les baguettes c'est pareil. Donc ça c'est un boulot de précision incroyable. Et là les Asiatiques sont forts. Eh ben, ils sont très forts parce qu'ils savent, déjà ils ont la rapidité de tout peser, donc ils pèsent tout à sortie du four, s'il y a besoin, si c'est un peu trop lourd, ils remettent un petit peu. Alors c'est un pari risqué parce que on risque d'avoir un produit trop sec, mais c'est vrai que non, tout est préparé de façon à ce que ces réglementations et ces jurifications se fassent à la perfection. Et le but, c'est parce que on est sur une compétition internationale, le but c'est d'avoir très peu de pénalités, quoi. Vous qui êtes meilleur ouvrier de France, boulanger et formateur, évidemment, c'est les Français qui ont formé toutes ces nations, ces nouvelles nations du pain. Les Français sont responsables. On pensera au professeur Calvel. On pensera au professeur Calvel qui est parti au Japon il y a quelques années, qui a emmené aussi des meilleurs ouvriers de France avec lui. Et forcément, ils ont appris de nous et ils continuent encore à apprendre de nous. Mais ils ont l'avantage de travailler énormément, de refaire leur gamme. Et ce sont des partitions qui sont répétées comme un concert en musique. Il y a un chef d'orchestre, le coach de l'équipe, et puis après il y a 3 musiciens qui font un travail juste merveilleux et sans cacophonie, sans rien, c'est juste... Toi, tu as vu l'émission, vous avez vu l'émission, et vous avez vu que ces gens-là, derrière, c'est millimétré, c'est juste merveilleux, il n'y a pas de grain de sable dans les rouages, et c'est juste parfait, quoi. Incroyable, et peut-être, alors moi, peut-être n'est-ce que mon avis, mais vous me direz, peut-être que si c'était vraiment un concours de pain, on aurait peut-être plus de chance, mais je dois dire que sur la viennoiserie, le travail de viennoiserie, et notamment la créativité de viennoiserie, avec ces pâtes à croissants laminés, ces décors incroyables. Peut-être que là, les Asiatiques, sur l'esthétique, ils ont un truc, quoi. Ils ont un truc. Après, le goût fait beaucoup, le travail fait beaucoup. Tout est mesuré. Et c'est vrai que le visuel, on n'a pas de planche déconnante. Même sur les 10 équipes, c'était un travail vraiment parfait, quoi. Et c'est vrai que le gustativement, on n'en parle même pas parce que ça fait juste partie du métier, quoi. Que tout soit bon. on était à la planche de découpe. C'est vrai que moi, qui ai découpé quasiment tous les produits avec mon collègue Aurélien Lemouillour, on n'a pas vu de choses déconnantes, quoi. Bon, on embrasse Aurélien Lemouillour à Quimper, qui a eu vraiment des inondations terribles, Quimper. Ils ont été sous l'eau. Je sais pas, pour vous qui êtes plutôt dans le centre de la Bretagne, ça devait être moins grave. En tout cas, on embrasse les Bretons. On a une grosse pensée, surtout pour les boulangers qui sont dans les fournis en sous-sol. Alors quand il y a de la flotte, malheureusement, c'est souvent compliqué, comme vous dites. Merci Sylvain Herviot de nous avoir fait ce petit état des lieux de cette compétition. On se retrouvera pour la prochaine.
J'espère. Avec grand plaisir, Vincent, un grand plaisir. Allez, mes amis, l'émission s'achève et il est grand temps d'aller chercher notre baguette. Surtout, si vous avez un boulanger sud-coréen à proximité. Non, je rigole, bien entendu. Il y a de la bonne baguette française près de chez vous. Direction les infos de 11h. Puis, comme tous les dimanches, vous avez rencard avec les meilleurs moments des Chevaliers du Fiel. Allez, bon dimanche à vous, à l'écoute de nos programmes et surtout, laissez-moi le crouton dans la baguette, c'est ce que je préfère. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.